Salut les gens. Dites-moi, vous sentez-vous un peu oppressé? Pensez-vous qu'il y a trop d'injustice dans ce monde? Pensez-vous qu'il soit possible de rendre le monde plus juste? Qu'est-ce que la justice finalement? C'est ce qu'on va voir avec Death Note. Death Note est un manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006. Par la suite, publié en 12 volumes au Japon de 2004 à 2006 par Shueisha. En France, il est édité par Kana de janvier 2007 à octobre 2008. Une adaptation en animé de 37 épisodes est réalisée par le studio d'animation Madhouse. Death Note, ça raconte l'histoire de Light Yagami, un lycéen japonais surdoué issu d'une famille aisée, qui juge le monde actuel corrompu par le crime. Sa vie change le jour où il ramasse un Death Note, littéralement cahier de la mort, que Ryuk, un dieu de la mort, laissa tomber sur Terre. Toute personne dont le nom et le prénom sont inscrits dans le Death Note, et dont le visage est connu de l'utilisateur du cahier, meurt d'une crise cardiaque dans les 40 secondes. Prenant conscience du pouvoir du Death Note, Light décide de s'en servir pour exterminer les criminels et devenir un dieu qui régnera sur un monde nouveau, débarrassé du mal. Face aux morts inexpliquées des criminels tout autour de la planète, elle, le meilleur détective du monde, décide de monter une cellule d'enquête, afin de retrouver Light, surnommé par ses adorateurs Kira, des formations japonaises de anglais killer. S'engage alors un duel psychologique intense, entre les deux protagonistes. Light retrouvera-t-il la véritable identité de elle, et parviendra-t-il à le tuer? Ou elle, parviendra-t-il à démasquer Kira et à le conduire à l'échafaud? En gros, c'est ça l'histoire. Alors je tiens à préciser d'emblée, je vais largement spoiler Death Note. Donc voilà, tu es prévenu. Death Note, c'est un chef-d'œuvre et c'est toujours aussi palpitant à suivre. Les rebondissements dans l'intrigue sont multiples et on est toujours à se demander comment l'un et l'autre vont réussir à se démasquer. Le succès de Death Note vient d'ailleurs davantage en grande partie dans l'alchimie entre Light et elle. L'un est un mal alpha japonais, classe, charismatique. Oui, certes, il a une coupe de cheveux de la Justin Bieber, mais bon, est-ce mieux que Musclor et Batman? On ne répondra pas à la question. L'autre, c'est un inadapté social, qui ne sait pas se tenir sur une chaise et passe son temps à se goinfrer de sucreries. Captain Diabète, Captain Diabète. Quand ton taux de glycémie a dépassé 3, les enfants du monde entier se tournent vers toi. Ce qui relie ces personnages, ce sont leurs intelligences et leurs égos, qui font qu'ils vont à tout prix essayer de prouver leur supériorité. Et ça rend chacune de leurs interactions absolument électriques. Seul point noir de Death Note pour de nombreux fans, sa deuxième partie. Celle qui suit la mort de Elle et voit Light s'opposer à ses successeurs, Nire Melo. Et force est de constater, qu'ils n'ont pas totalement tort, et en cela je vais donner deux raisons qui sortent assez souvent. La première raison, et la plus évidente, c'est que les personnages de Light et de Elle avaient une alchimie, comme je le disais plus tôt. C'est tout le duel personnel que se livraient les deux protagonistes qui mettait du sel à l'intrigue et la rendait si passionnante à suivre. Et il faut bien reconnaître que si la partie 2 propose visuellement plus d'action à proprement parler, l'intensité psychologique a nettement diminué. Et pour cause, Nire et Melo ne sont que des demi-L. Vous prenez la personnalité de Elle, vous la divisez en deux, et vous obtenez celle de Nire et Melo. Et nécessairement, les personnalités rentrent moins en conflit avec celles de Light. Elles sont moins en antagonisme, elles se mélangent moins bien. La deuxième raison, c'est sur les fins proposées aux parties 1 et 2. Beaucoup pensent que le manga aurait dû se terminer avec la fin de la partie 1, jugée comme beaucoup plus frappante pour le spectateur. La mort de Elle nous laisserait nous interroger davantage, nous lecteurs, sur le sens de l'œuvre. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, mais ça on va y revenir. Car il est temps d'aborder le cœur du sujet. Death Note, qu'est-ce que ça raconte? Alors Death Note c'est une œuvre qui est très riche. Dieu, la mort, le bien et le mal, notre rapport à la justice, ça cause de tout ça Death Note, et ça le fait intelligemment. Mais c'est sur ces deux dernières thématiques que nous allons nous arrêter. Death Note vient questionner notre rapport à la justice, à notre conception du bien et du mal. Elle et Light ne sont d'ailleurs jamais représentés comme étant des modèles de moralité. Light Yagami, c'est un mec qui se vend comme ayant le cœur pur, et voulant se révolter contre une société infectée par le crime. Mais rappelez-moi, vous souvenez-vous de sa première réplique dans l'histoire? Ce monde est pourri. Alors, au cas où ça vous aurait échappé, je vous la refais. Light Yagami c'est un gosse de riche, surdoué, qui a du succès partout sans se forcer. À quel moment le monde est pourri pour lui? Alors vous pourriez me dire qu'il s'agit d'un altruiste, qui pense aux autres et à la misère du monde avant de penser à lui. Bah même pas, c'est juste une ordure. Dès le tome 1, Light va tuer assez de gens en 5 jours pour mettre un dieu de la mort sur le cul. Il traite les femmes comme des potiches sans cervelle dont on peut se servir, et il fomente le projet de devenir un dieu seulement quelques jours après avoir obtenu le Death Note. Light, il se considère comme au-dessus de la masse. C'est un mégalomane qui veut sculpter le monde à son image. Il ne supporte ni de perdre la face, ni la contradiction. Il va même songer à se débarrasser de sa propre famille à plusieurs reprises. La seule raison pour laquelle il ne le fait pas, eh bien c'est juste pour ne pas se faire choper.
Et ne parlons même pas de la mort de Naomi Misora, qui se place quand même bien haut sur l'échelle de la saloperie. Tuer les criminels pour lui, ce n'est donc qu'un moyen d'atteindre un statut de divinité. Elle, de son côté, est un personnage qui se vend comme représentant de la justice traditionnelle et du bien, celle qu'on ingurgite depuis qu'on est tout petit. Mais ça reste qu'un connard qui ne pense qu'à sa gueule. Oui, les fangirls, même avec ses yeux de panda qui sont trop choupis. Dès le début de l'intrigue, elle est décrite comme étant le détective qui ne prend que les enquêtes qui l'intéressent. En cela, elle est très proche d'un personnage à la Sherlock Holmes. C'est moins la justice avec un grand J qui va l'intéresser, mais davantage le jeu. L'intérêt intellectuel qui est derrière l'enquête et la manière dont il va pouvoir le résoudre. D'ailleurs, ce même elle n'hésite pas à violer les droits de l'homme à plusieurs reprises, ou même à s'associer avec des criminels quand cela est nécessaire, pour arriver à ses fins. Death Note, c'est aussi une œuvre qui est bourrée de symbolisme religieux, notamment chrétien. La pomme, par exemple, qui est un élément emblématique de la série. La pomme est à la fois synonyme de tentation au péché, mais aussi fruit de la connaissance du bien et du mal. Cette ambiguïté dans le symbolisme de la pomme participe à renforcer l'ambiguïté du rôle de Kira sur le monde. De même, le fait que ce soit Light qui ait ramassé le Death Note pose question. Est-ce l'œuvre du destin et donc de Dieu, ou cela n'est-il qu'un jeu pour une puissance supérieure mourant d'ennui? Cette ambiguïté nous interroge. Qui représente le mieux la justice? Classiquement, la justice est définie comme ce qui est soit conforme au droit ou conforme au bien sur le plan moral. C'est aussi une vertu morale d'harmonie, consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû. La justice a donc toujours eu comme mission de régler les conflits de manière thérapeutique, mais aussi d'empêcher que des conflits éclatent en réglementant les rapports humains. Enfin, elle a pour but d'empêcher la vengeance privée et le cycle de la haine. Toute la problématique de Death Note est donc la suivante. Comment apporter la justice, l'harmonie et la paix sociale? Comment apporter la vertu et le bien au monde? Vers la fin du manga, au summum du règne de Kira, on apprend que la criminalité dans le monde a baissé de 70%, et qu'il n'y a plus de guerre. En seulement 7 ans, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui peuvent se vanter d'un tel bilan, excepté notre glorieux leader, Kim Jong-un, qui est tellement beau. La population n'est d'ailleurs pas plus oppressée par Kira. Celle-ci vit sa vie, mais sans le crime. Elle va même jusqu'à vouer un culte à Kira. Et tout ça, c'est quelque part compréhensible. On a tous en nous ce besoin de justice. Qu'on appelle ça justice divine, le karma, justice de la vie ou tout ce que tu veux, on a tous en nous cette soif de recevoir ce qu'on mérite. Et plus une personne a connu la misère, et plus cette soif de justice va être grande. Quand je vois des gens qui sont en émoi devant Kira dans le manga, peut-être le sont-ils car ce sont des enfants déçus du système judiciaire. Notre justice se base sur plusieurs principes et adages. Pas de preuves, pas de droit, l'égalité des délits et des peines, proportionnalité des peines, personnalité des peines, présomption d'innocence, etc. C'est ce qui permet notre système actuel de limiter les erreurs judiciaires et de garantir les droits et l'égalité des parties. Ce système permet aussi d'éviter les dérives du juge qui se mettra à faire n'importe quoi avec son pouvoir de rendre la justice. Mais ce système possède des limites. Par exemple, les victimes d'agressions sexuelles qui témoignent des années après les faits. Non seulement dans certains cas la prescription joue, ce qui fait que le pouvoir judiciaire est contraint de ne pas ouvrir l'enquête, mais en plus, pour les cas où des enquêtes sont bien ouvertes et des procès lancés, le manque de preuves fait que la plupart des procès se résument à ma parole contre la sienne, et dans la plupart des cas, par manque de preuves, une victime peut donc voir son agresseur être déclaré innocent, alors qu'il n'en est pas moins coupable d'un point de vue factuel. C'est pour ça que je peux comprendre dans une certaine mesure ce qui vénère Kira. Il n'y a rien de plus dévastateur pour une victime de savoir que la personne qui nous a fait du mal ne sera jamais punie, et pire, sera perçue comme innocent aux yeux de la loi. Alors des gens Arshuma pourront sans doute me rétorquer « Oui, mais tuer c'est tuer, et tuer c'est pas gentil, et donc c'est pas bien d'être pas gentil. » Bon, afin que les problèmes moraux te semblent plus clairs dans leur complexité, Jean Arshuma, je vais prendre l'exemple du mensonge. Mentir c'est mal, on est bien d'accord. Pour reprendre Kant, le mensonge est toujours répréhensible en soi. Pour te résumer sa pensée, en gros, c'est un peu comme si tu regardais droit dans les yeux du visage de la dignité de quelqu'un, pour lui lâcher un gros molar dans la bouche. Mentir c'est mal donc, on est toujours d'accord. Mais si je mens parce que je cache des juifs aux Allemands dans ma cave, est-ce toujours mal agir? Parce que là, il n'y a que deux alternatives possibles. Soit je ne mens pas et je laisse des réfugiés se faire massacrer, soit je mens et là aussi je fais le mal. Cette conception kantienne s'oppose radicalement à celle du mensonge chez Benjamin Constant, qui est davantage utilitariste. Lui, par exemple, croyait qu'on pouvait mentir par devoir d'humanité. On peut d'ailleurs penser à Nicolas Machiavel qui exhortait les princes, au nom du bien de la société, à dégager la morale, la fin justifiant les moyens. Et donc, quid du cas Death Note? Eh ben c'est un peu pareil. Pour rester sur le point Godwin, si on te donnait le choix entre user du Death Note contre l'Allemagne de 1939 ou attendre que soit arrêté le gouvernement allemand pour les juger à l'ancienne, eh ben on se place de manière égale dans l'immoralité.
Parce que d'un côté, on tue sans distinction, peu importe le degré dans lequel ces gens-là sont trempés et sans qu'ils ne puissent se défendre, ce qui est universellement immoral. D'un autre côté, on laisse des millions de morts se faire et rien ne pourra jamais vraiment les réparer, peu importe la sentence prononcée. Si la vie humaine est ce qu'il y a de plus beau et de plus sacré, et bien dans ce cas, c'est dans les deux cas immoral. Il y a peut-être un seul cas où ce ne serait pas immoral de se servir du Death Note. Je peux savoir ce que tu es en train de faire là? Je suis en train d'utiliser le Death Note. Je suis en train de purifier ce monde. Bah comment ça? Je suis en train d'inscrire le nom de toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur Boku no Pico. Mais alors ça voudrait dire? Ouais. Toutes ces années de terreur nocturne vont enfin prendre fin. Je crois que j'ai envie de chialer, putain. Death Note nous laisse nous interroger, face à nos propres contradictions morales et à notre sens de la justice. Comme je le disais beaucoup plus tôt, beaucoup de gens reprochent à Death Note sa fin, qui serait, selon beaucoup, trop consensuelle, c'est la bonne justice qui gagne, c'est la morale des gentils, etc. Mais moi je ne le vois pas comme ça, et je trouve au contraire que c'est une bien meilleure manière de quitter l'histoire que sur la mort de L. Malheureusement, beaucoup de gens se basent sur la fin de l'anime, qui n'est pas celle du manga, ce qui fait que beaucoup de gens passeront à côté de la subtilité du message. De son vivant, Kira a réussi à stopper la guerre et à diminuer la criminalité dans le monde de 70%. Ce qui veut dire que autant de meurtres, de viols et de maltraitances ont diminué de 70%. Or, un an à peine après sa mort, les choses sont revenues comme elles étaient avant l'apparition du Death Note sur Terre, avec autant de criminalité que dans le passé. Mais les gens, eux, n'ont pas oublié Kira. Le manga se conclut d'ailleurs sur une procession de personnes priant pour sa résurrection. En mourant, Kira est devenu pour une partie de la population une figure messianique, venue apporter la paix et la justice. C'est en mourant que la criminalité est réapparue, ainsi que le mal. Et c'est à mon sens une fin bien plus forte et bien plus couillue que de se laisser sur la mort de L, qui n'apporte et ne raconte rien en soi qu'un simple « la vieille justice a perdu et Kira a pris sa place ». Ici, on nous met dans la gueule les conséquences directes du règne de Kira. La justice a certes triomphé de Light Yagami, l'homme, mais elle n'a pas triomphé de Kira, le concept. Bien sûr, l'argument comme quoi cette paix offerte par Kira n'était qu'une façade, un règne de la terreur, peut être très justement soulevé. On peut même imaginer que la criminalité se fasse underground, comme avec la mafia. De même, la hausse de la criminalité pourrait être un prix à payer pour avoir une justice, certes imparfaite, mais à hauteur d'homme, et faite pour les hommes. Au final, il est laissé au lecteur le soin de réfléchir sur sa propre vision de la justice, et d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Finalement, Kira, était-ce le bien ou était-ce le mal? Et vous, est-ce que vous aimeriez vivre dans le monde de Kira? Quant à moi, je vous laisse. Surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, cultivez votre jardin, et puis restez chez vous.